Est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous a fait abandonner la croyance au Père Noël? C'est la fin de l'année, on attaque donc le désormais traditionnel épisode de Noël. Après avoir retracé avec Lévi-Strauss les origines mythiques de Noël, qu'il analyse en bon anthropologue dans les dimensions rituelles et initiatiques, nous avions exploré l'année dernière une vision plus fonctionnaliste de la tradition avec Marcel Mauss, en montrant que le Père Noël permet principalement d'atténuer la violence du don en exemptant les jeunes enfants d'offrir un contre-don à une entité qui est présentée comme magique. Cette année, on va donc s'intéresser à la croyance au Père Noël et plus spécifiquement à son abandon d'un point de vue rationaliste avec le sociologue spécialiste des croyances Gérald Bronner et du chapitre qu'il consacre au Père Noël dans son livre de 2005, Vie et mort des croyances collectives. Ce livre-là, on y va ? Pour commencer, Bronner se place dans le cadre de pensée de Raymond Boudon, qui est le chef de file de l'individualisme méthodologique. Pour faire simple, Boudon s'oppose assez fortement à des chercheurs qu'on pourrait qualifier de structuralistes, comme Bourdieu ou Lévi-Strauss, pour lesquels le sens des actions individuelles sont souvent à chercher dans les structures sociales. Par exemple, ici, Lévi-Strauss faisait clairement l'hypothèse que le sens profond d'un mythe comme celui du Père Noël échappe largement aux acteurs sociaux et qu'il est porteur d'une densité historique et symbolique dont on n'a pas forcément conscience. Boudon, lui, il va éviter complètement cette échelle d'analyse, pour montrer que les actions individuelles s'expliquent le plus souvent par la rationalité des acteurs. En clair, si quelqu'un fait ou croit à quelque chose, c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire ou d'y croire. Alors attention, il faut quand même noter que quand Boudon parle de bonnes raisons, il ne parle pas du tout de raisons vraies. Par exemple, il peut être parfaitement rationnel de penser que le soleil tourne autour de la Terre si on est un Français moyen du XVe siècle. Tout comme on peut penser que No Way Home est le meilleur film Spider-Man si on a 12 ans et demi et qu'on a vu que 8 films dans toute sa vie. Alors attention, c'est la fin de l'année, ça balance sec. Bronner étudie donc les bonnes raisons qu'ont les enfants de croire au Père Noël. Il se base sur 142 entretiens semi-directifs réalisés pour moitié avec des enfants de 10 à 12 ans et pour moitié avec des adultes de 25 à 30 ans. Évidemment, il ne s'agit que de personnes qui ne croient plus au Père Noël, puisque le but c'est d'étudier la sortie de la croyance. Et Bronner souligne qu'à la base, ils ont fait 174 entretiens, mais ils n'en ont retenu que 142 parce que un certain nombre d'interviewés ne se rappelaient pas de ce qui avait fait qu'ils avaient abandonné leur croyance. On touche d'ailleurs là à une des limites un peu inévitables de ce type d'études, c'est qu'on se base sur une reconstruction puisqu'on fait appel aux souvenirs des enquêtés, qui par définition ne sont pas toujours fiables. D'ailleurs, pour ma part, je ferai clairement partie des entretiens abandonnés car je ne me souviens pas du tout de ce qui m'a fait cesser de croire au Père Noël. Il me semble vaguement que ma sœur ou des enfants plus âgés me l'avaient dit, mais je me souviens pas du tout du moment où j'ai fait la bascule cognitive. D'ailleurs, ça m'intéresse, dites-moi dans les commentaires si vous vous souvenez de pourquoi vous avez arrêté de croire au Père Noël, et quelle était la raison si vous vous en souvenez. Malgré les limites, on peut raisonnablement penser que les résultats ne sont quand même pas trop biaisés. Et c'est notamment parce qu'on observe assez peu de différence entre les deux classes d'âge, alors qu'il y en a clairement une qui fait appel à des souvenirs beaucoup plus récents. Pour le groupe des 10-12 ans, ils ont abandonné la croyance depuis seulement quelques années, voire quelques mois. On n'observe d'ailleurs pas de différence dans l'âge de la fin de la croyance entre les deux groupes, qui est de 6,96 ans pour les 10-12 ans et de 7,02 ans pour les 25-30 ans. Donc on est très proche, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que les 10-12 ans minimisent un petit peu parce que il peut être un petit peu dévalorisant pour les enfants de cet âge-là d'admettre d'avoir cru tardivement au Père Noël. Mais non, on ne voit pas du tout ça dans l'enquête. Alors, avant d'étudier la fin de la croyance, il est important de noter que la croyance au Père Noël peut s'étudier comme une croyance tout à fait rationnelle et fondée sur des preuves. À l'heure où j'enregistre, Mandax de la chaîne La Tranche en Biais vient de sortir une vidéo sur le Père Noël dans laquelle il détaille justement à quel point il serait de mauvaise foi de notre part de taxer de crédules les enfants qui croient au Père Noël parce qu'ils sont justement parfaitement rationnellement fondés à adhérer à cette croyance compte tenu de leur environnement. Bronner souligne donc les nombreuses bonnes raisons de croire au Père Noël, les principales étant l'autorité morale des parents, le caractère communément partagé de la croyance dans toutes les sphères sociales, et surtout l'existence de preuves matérielles. De fait, l'existence du Père Noël permet déjà d'expliquer l'origine des cadeaux. Et selon les familles, on peut aussi trouver des traces dans la neige, des cookies à moitié grignotés, ou des réponses manuscrites aux lettres adressées aux vieux barbus. Et en plus de tout ça, Bronner souligne que l'hypothèse « le Père Noël existe »
jouit de deux avantages considérables, surtout pour les enfants plus jeunes. D'abord, elle est infalsifiable, c'est-à-dire que les enfants ne peuvent pas prouver qu'elle est fausse, souvent parce qu'ils dorment pendant le passage du Père Noël, et ensuite parce qu'elle a ce que Bronner appelle un monopole cognitif, c'est-à-dire que pendant bien longtemps, il n'existe tout simplement aucune hypothèse concurrente qui pourrait venir faire de l'ombre à la croyance. Et on verra justement que l'intrusion d'une hypothèse concurrente sera souvent à la racine du processus de décroyance. Je sais pas si ça se dit vraiment décroyance. Enfin, Bronner souligne aussi un versant plus utilitariste qui pourrait permettre d'expliquer la croyance. Un certain nombre d'enquêtés racontent avoir entretenu la croyance au Père Noël par crainte de ne plus recevoir de cadeaux s'ils cessaient d'y croire. Quelle bande de petits utilitaristes calculateurs. Mais penchons-nous à présent sur les fameux abandons de croyance. Alors déjà, une chose importante à noter, c'est que la fin de la croyance au Père Noël peut provoquer une crise, et c'est le cas dans 45,5% des cas. Et quand je parle de crise, ça peut se muer en violence, souvent sous la forme d'insultes, de baffes ou d'un goûter à peine entamé jeté au visage du révélateur de vérité. Et ça provoque aussi une profonde et douloureuse remise en question de la vision du monde de l'enfant, qui, dans certains cas, les a amenés à percevoir l'entièreté du monde des adultes avec suspicion et à remettre en cause toutes sortes de croyances, comme notamment la croyance en Dieu. Il est aussi important de rassurer les enfants parce que, parmi ceux qui affirment ne pas avoir été déçus, la plupart soulignent que c'est parce qu'ils savaient qu'ils continueraient à recevoir des cadeaux. Et on n'oublie pas non plus la dimension rituelle parce que beaucoup d'entre eux évoquent l'impression agréable d'entrer dans la cour des grands. D'ailleurs, en général, les enfants sont assez contents de faire perdurer le mythe auprès des petits frères et petites sœurs et de se mettre ainsi du côté des adultes. Mais ça, on en avait déjà parlé dans la vidéo sur Lévi-Strauss. Par ailleurs, la soudaineté de la rupture est une dimension importante parce qu'on remarque que les ruptures soudaines entraînent des crises dans 59,2% des cas, alors que les ruptures plus progressives dans seulement 27,5% des cas. Comme l'écrit Bronner, ceci suggère qu'une rupture progressive de la croyance permet à l'individu de préparer son système cognitif à subir un assaut et éventuellement de désinvestir émotionnellement une place montrant des signes de faiblesse. Moralité, ne soyez pas des connards cyniques en voulant à tout prix révéler la vérité aux enfants pour leur propre bien. La rupture de croyance brutale, c'est probablement pas le plus bienveillant. Après ça, Bronner parvient finalement assez bien à montrer en quoi la croyance au Père Noël peut s'analyser sous l'angle de la rationalité subjective en faisant une typologie de la rupture de la croyance qui se fait selon trois modalités: la dissonance, la concurrence et l'incohérence. Alors, le premier élément et le plus souvent évoqué est la dissonance. Elle fait appel à la notion désormais célèbre de dissonance cognitive, développée par Festinger dans L'échec d'une prophétie. J'en parle notamment dans mon livre si vous voulez creuser. L'idée de la dissonance ici, c'est quand un élément externe à la croyance vient contredire, affaiblir ou réduire la crédibilité du mythe. Le plus souvent, cette dissonance porte sur l'identité du Père Noël, l'identité des donateurs ou sur les cadeaux eux-mêmes. Pour le premier cas, c'est par exemple quand on reconnaît la voix ou l'haleine de son oncle, quand on voit le Père Noël. Pour l'identité des donateurs, ça peut être parce que les copains de classe nous ont dit que ce sont les parents qui font les cadeaux, ou parce qu'on surprend les parents au milieu de la nuit. Et dans le cas des cadeaux, c'est plutôt une sorte de dissonance temporelle. C'est lorsque les enfants tombent par hasard sur les cadeaux avant la date de Noël, par exemple cachés dans une armoire ou au grenier, et qu'ils les reçoivent ensuite le jour J. Là, ils commencent à se dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Certains poussent même le raisonnement jusqu'à aller vérifier la cachette le lendemain de Noël pour s'assurer de la disparition des cadeaux avant de tirer leurs conclusions. C'est dire s'ils ont un raisonnement pour le coup rationnel. Il y a bien sûr plein d'autres dissonances possibles, comme la multiplicité des Pères Noël, surtout quand on habite en ville, ou tout ce qui tourne autour des problèmes de cheminée. On a aussi une catégorie divers, avec toutes les situations assez rares, comme ces deux intervenants qui déclarent avoir abandonné leur croyance en regardant le film « Le Père Noël est une ordure ». Pas possible. Ce matin encore, on était dans les bras l'un dans l'autre, à roucouler comme deux pigeons qui s'aiment d'amour temps. Félix, joyeux Noël fait. Pour le cas concurrence, c'est lorsque la thèse « Le Père Noël existe » n'a plus le monopole indiscuté, mais que d'autres thèses concurrentes peuvent faire leur apparition. Comme « Ce sont les parents qui offrent les cadeaux » ou encore « C'est la main invisible des marchés qui permet le bien-être collectif ». Oui, je sais, ça n'a rien à voir, mais ça qualifie d'hypothèse concurrente. Bref, pour qu'émerge une thèse concurrente, les autres sont bien sûr très importants, et on s'aperçoit que dans la moitié des cas, il s'agit de camarades, suivis de près par les parents, puis les frères et sœurs.
Évidemment, on sera d'autant plus disposé à accepter une thèse concurrente quand elle vient de personnes à qui on accorde du crédit. C'est évidemment le cas des parents, mais au sein de la cour d'école, les enfants s'aperçoivent bien vite, en comparant le camp des croyants et celui des non-croyants, que ce dernier est bien davantage composé d'élèves plus vieux, ce qui donne évidemment du poids et un certain prestige à leurs paroles. Enfin, la dernière typologie de rupture est celle de l'incohérence, qui survient lorsqu'un élément interne au mythe est remis en question. Bronner les regroupe donc en 3 catégories et confirme un trait que j'avais déjà noté chez lui: il est nul en graphique. Non mais, j'avais déjà vu chez lui des graphiques sans légende ou sans échelle, et qui donc n'apportent pas grand chose au texte, et là, on n'a pas de légende, donc on est un peu dans cette situation-là, on peut pas comprendre le graphique sans le texte. Bref, avec les sous-titres, on a donc 62% des incohérences qui concernent les éléments fantastiques qui commencent à devenir un peu invraisemblables, comme l'omniscience du Père Noël, les lutins, les reines, tout ça. 29% des témoignages concernent les impossibilités physiques, comme la taille de la cheminée ou la possibilité temporelle de livrer le monde entier en une seule nuit. Et enfin, les 9% restants concernent le fait que le Père Noël puisse habiter au pôle Nord, ou au centre de la Terre, suivant les versions. Ce qui semble évidemment improbable, et a fortiori d'y avoir une usine à jouets. Il faut bien noter que le plus souvent, on assiste à une combinaison de ces différentes ruptures. Le plus fréquent reste la rupture par dissonance, rapidement suivie par le combo dissonance plus concurrence, suivi par la concurrence seule. Pour conclure, on peut donc dire avec Bronner que les enfants ont bien de bonnes raisons de croire au Père Noël, et qu'ils s'appuient pour cela sur des éléments concrets et rationnels qui sont justement remis en cause au moment de l'abandon de la croyance. Évidemment, ce serait intéressant de pouvoir généraliser cet exemple à la façon dont on adhère, ou dont on se défait, d'autres croyances. Mais ça peut être assez difficile d'avoir des données statistiques sur des sorties de croyances mystiques ou religieuses, alors que la quasi-totalité de la population est passée par l'adhésion puis l'abandon de la croyance au Père Noël, ce qui en fait naturellement un terrain d'étude privilégié. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez bien sûr lire le chapitre 4 du livre Vie et mort des croyances collectives, mais je vous mettrai aussi en description la première version de cette étude, qui était un article publié en 2004 dans la revue Cahiers internationaux de sociologie, et qui a la bonne idée d'être en libre accès. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente fin d'année 2023, et j'espère trouver plus de temps pour faire des vidéos en 2024. Je vous fais des gros bisous et à très vite, ciao!